J'étais debout dans la cuisine, en train de plier un torchon, visiblement pas comme il fallait. Ma belle-fille m'a adressé ce sourire pincé qu'elle réserve au moment où elle veut paraître polie, sans l'être vraiment. Nicolas, lui, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Maman, laisse tomber, t'es juste une locataire maintenant. Ah! Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. L'air est devenu lourd, figé, comme après une porte qui claque, sauf que là, on n'entendait que l'écho. J'ai continué à plier le torchon, les doigts tremblants, et je me suis dirigée vers l'évier en prétextant avoir besoin d'un verre d'eau. Je m'appelle Madeleine, j'ai 78 ans. Je vis dans cette maison depuis presque 12 ans, même si à entendre mon fils, on pourrait croire que je viens d'emménager. J'ai élevé ces enfants, ici. J'ai mis de l'argent dans chaque recoin de ces murs. Mais aujourd'hui, on me fait sentir que je ne suis qu'une présence tolérée. Et oui, je vais l'admettre maintenant, même si je n'aurais jamais cru en arriver là. J'ai laissé l'électricité être coupée en plein milieu de sa fête de football. Volontairement. Parce que parfois, le silence est tout ce qu'il vous reste comme pouvoir. Quand j'ai emménagé chez Nicolas et Julie, c'était censé être une bénédiction pour tout le monde. Mon mari venait de décéder, 37 ans de mariage balayés d'un seul coup. Et la maison que nous avions partagée me semblait soudain trop grande, trop vide. Nicolas m'a tendu la main et, à l'enterrement, ses doigts serrés autour des miens. « Viens vivre avec nous, maman. Il y a de la place. Les enfants seront ravis de t'avoir. Tu ne seras plus seule. » Sur le moment, ça sonnait comme un salut. Ils étaient encore jeunes parents, à l'époque, débordés par les factures et les nuits blanches. Leur fille n'avait que 3 ans et le petit dernier portait encore des couches. Je pensais pouvoir les soulager, préparer les repas, donner les bains, faire les trajets pour l'école, raconter les histoires du soir. J'ai vendu ma voiture, puis j'ai puisé dans mes économies pour aménager le sous-sol en un petit studio. C'était l'idée de Nicolas. Il voulait que j'aie mon espace pour ne pas me sentir dans leurs pattes. J'avais apprécié cette attention. J'ai choisi un jaune pâle pour les murs, quelque chose de doux et lumineux, et j'ai payé un plombier pour refaire la salle de bain afin que la pression d'eau n'aggrave pas mon arthrose. À cette époque, la maison débordait de vie. Je me souviens des lessives pliées avec ma petite fille assise à côté de moi, faisant semblant d'aider. Elle disait que mes rides étaient des sourires pas encore utilisés. Nous prenions le thé sur la terrasse, avec des mains collantes et des biscuits imaginaires. Quand Nicolas rentrait tard, je lui gardais une assiette au chaud et lui massais les épaules pendant qu'il se plaignait du travail. J'essayais d'être utile, c'est ce qu'on fait, en famille. On donne sans compter, sans garder de traces. Il y avait des soirs où Julie s'endormait sur le canapé et je passais discrètement lui couvrir les épaules et avec une couverture. Des gestes simples, des gestes d'amour. Je ne demandais pas de reconnaissance. À l'époque, je n'en avais pas besoin. Je voulais juste me sentir à ma place, proche d'eux, incluse dans une vie partagée. C'est moi qui ai payé le nouveau four quand l'ancien est tombé en panne. Les reçus sont encore dans mon tiroir. J'ai remplacé les carreaux fissurés à l'entrée avec mon argent de retraite. Je n'ai jamais demandé à être remboursée. Nicolas m'a dit un jour « On réglera tout ça plus tard ». Et je l'ai cru. Pas que je faisais les comptes, mais aujourd'hui, quand je l'entends parler de sa maison, je me demande si j'aurais dû tout faire coucher sur papier juste pour ma tranquillité d'esprit. C'est étrange comme un lieu peut changer sous vos pieds. Les murs sont les mêmes. Les rideaux attrapent toujours la lumière du matin de la même manière. Mais quelque chose s'est éteint. La cuisine, autrefois pleine de bruits et de conversations, se tait quand j'y entre. Je n'y entends plus que des échos, des rires anciens, la voix de mon mari me taquinant sur mon thé trop fort, des souvenirs accrochés à des coins que plus personne ne regarde, sauf moi. Le changement ne s'est pas fait d'un coup. C'est cela le plus difficile à expliquer. Il n'y a pas eu de scène, pas de moment précis où tout a basculé. C'était comme une marée qui se retire lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que ses pieds ne touchent plus l'eau. Au début, ce furent de petites choses. J'entrais dans le salon et trouvais la télévision allumée sur des émissions que je ne comprenais pas, pleines de cris et de rires forcés. Quand je demandais à baisser un peu le son, on échangeait des regards. Pas de la colère, non, mais cette lassitude polie qui vous fait sentir de trop. Puis il y a eu les décisions prises sans moi. Un jour, en revenant de la pharmacie, j'ai découvert que le canapé avait été changé. Je n'avais même pas su qu'ils en cherchaient un nouveau. J'ai souri, dit qu'il était joli, mais au fond, j'ai senti quelque chose se dérober. L'ancien canapé, c'est moi qui l'avais choisi, avec eux. La couleur, les coussins, même le plaid posé dessus, j'avais eu mon mot à dire. Ce temps-là semblait révolu. Julie a commencé à me reprendre souvent.
Pas méchamment, mais avec ce ton sec et rapide qu'on utilise pour corriger un enfant distrait. Si je racontais une anecdote et que j'oubliais un détail, elle m'interrompait. Si je proposais une recette ou un conseil avec les enfants, elle répliquait avec un petit sourire tendu: On fait les choses autrement maintenant. J'essayais de ne pas le prendre mal, mais ces petites coupures finissent par entailler. Même les enfants se sont éloignés. Avant, ils me couraient dans les bras, sans frapper à la porte. On lisait des livres, on inventait des jeux. Maintenant, ils filaient dans le couloir, sans même lever les yeux. Ils avaient leurs écrans, leurs amis, leurs horaires chargés. Je savais que c'était normal, qu'ils grandissaient, mais ça n'empêchait pas le pincement. Quand je leur demandais comment s'était passée leur journée, ils me répondaient à peine. Quand je leur rappelais de dire merci ou de débarrasser, ils soupiraient. J'étais devenue une présence floue, un fond sonore. Le moment le plus douloureux a été l'anniversaire de ma petite fille. Chaque année depuis ses 4 ans, je faisais son gâteau préféré. Citron, glaçage vanille. Cette fois, Julie m'a annoncé qu'ils avaient commandé un gâteau à la pâtisserie. Ce sera plus simple, a-t-elle dit, les yeux rivés sur son téléphone. J'étais là, avec mon sachet de farine et des bougies neuves dans le sac. Elle n'a même pas levé les yeux. Alors j'ai arrêté de proposer. J'ai cessé d'essayer. Je suis restée dans ma chambre davantage. J'ai lu. J'ai trié mes papiers. J'ai pris mon thé tôt le matin avant que la maison ne s'éveille. Je me suis dit que c'était ça, vieillir. Mais au fond, je savais que je n'étais pas en train de laisser aller. J'étais en train d'être doucement effacée. Nicolas avait toujours été le type responsable. Même petit, il aimait avoir le dernier mot. Il faisait des listes, des plannings, des emplois du temps avec des cases à cocher. Alors quand il a obtenu cette promotion à son cabinet d'expertise comptable et qu'il a commencé à gagner plus, je n'ai pas été surprise de l'entendre dire qu'il voulait prendre en charge les factures de la maison. Il m'a dit que c'était mieux ainsi, que je ne devais plus m'inquiéter des dépenses, qu'il allait tout gérer dorénavant. Son ton était rassurant, presque protecteur, et une part de moi a été soulagée. Cela faisait des années que je payais l'eau, l'électricité, parfois même l'assurance habitation. C'était un fardeau en moins, mais la manière dont il l'a formulé m'a laissé mal à l'aise, comme si, sans le dire, il entamait un nouveau rapport de force. Les factures étaient encore à mon nom. Nicolas a juste mis en place des virements automatiques depuis son compte. Pas la peine de se compliquer la vie, avait-il dit. Je n'ai pas insisté pour changer les noms. À quoi bon, pensais-je, tant que c'est payé. Mais petit à petit, cette prise en charge s'est accompagnée d'un changement plus subtil. Parce qu'il payait, il estimait désormais que tout lui appartenait, tout lui revenait. Il a commencé à parler de sa maison. D'abord, ce sont de petites phrases qu'on laisse passer. Je veux du calme chez moi le soir. Maman, papa, moi. Je ne veux pas ça dans ma maison. Mais une fois qu'on l'a entendu, on ne peut plus l'ignorer. Moi, j'avais quitté mon logement pour venir vivre ici. J'avais mis mes économies dans les rénovations, les volets qu'il vantait à ses collègues en disant qu'ils isolaient. C'est moi qui les avais payés. Mais tout cela, désormais, ne comptait plus. Un soir, alors que je lisais dans mon lit, je les ai entendus discuter dans le couloir, juste devant ma porte. Ils pensaient que je dormais. Julie chuchotait, et Nicolas répondait sèchement: « Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Elle a eu la belle vie. Elle devrait déjà être contente qu'on l'héberge. » Ces mots-là, je les ai reçus comme une gifle. Être hébergée, comme une invitée, comme une charge qu'on traîne par devoir. J'ai regardé le plafond, les mains posées sur ma couverture, incapable de bouger. À partir de là, les décisions sont devenues des décrets. Il a acheté une nouvelle machine à laver sans me consulter. Il a déplacé les meubles du salon, y compris ceux que j'avais achetés. Et si je faisais mine de donner mon avis, il tranchait d'un « c'est moi qui paye, maman », comme si cela suffisait à faire taire toute discussion. Avec chaque geste, chaque choix fait sans moi, j'ai senti que ma place ici rétrécissait. Je n'étais plus incluse dans la maison. J'étais devenue une sorte de meuble, toléré mais inutile, une ombre à contourner, une voix à ignorer. L'hiver approchait et, avec lui, une atmosphère plus pesante que le froid. Le message était désormais clair, même s'il ne passait plus par des mots. Je n'étais plus une figure maternelle, ni même une présence rassurante. J'étais un poids, une gêne, quelque chose qu'on supporte sans y prêter attention. Et je le sentais dans tous les petits gestes quotidiens. Mes affaires commençaient à disparaître ou à être déplacées. Une photo encadrée de mon mariage, posée depuis des années sur la commode de l'entrée, s'était volatilisée.
Quand j'ai demandé à Julie, elle m'a répondu qu'elle faisait du tri. Je l'ai retrouvée une semaine plus tard, enveloppée dans du papier journal, au fond d'un carton dans le garage. Elle n'avait même pas pris la peine de me le dire. Ils utilisaient mes affaires sans me consulter. Ma crème pour les mains, le kit de couture, mes lunettes de lecture que je laissais dans le tiroir de la cuisine. Rien de grave, mais suffisamment pour me faire comprendre que mon espace n'était plus vraiment le mien. Un jour, en rentrant de chez la pharmacie, j'ai trouvé Julie dans mon placard, en train de prendre une couverture que je gardais depuis les affaires de mon mari. Je pensais que tu ne l'utilisais plus. Les enfants ont besoin de quelque chose de chaud pour regarder un film. J'ai fait oui de la tête, trop fatiguée pour répondre, mais je n'ai plus jamais utilisé cette couverture. Même mon courrier n'était plus respecté. Des lettres à mon nom étaient ouvertes avant que je ne les voie. Les colis, eux, disparaissaient pour réapparaître déjà entamés. Quand j'ai mentionné que je préférais gérer mon courrier seul, Nicolas a haussé les épaules. « Tu te fais des idées, en maman. On partage tout ici. » Mais c'était faux. Ce n'était plus du partage. C'était une prise de territoire. Mes habitudes étaient bouleversées. Ma lessive était déplacée au milieu du cycle. Mes œufs, que je gardais pour mes petits déjeuners, disparaissaient. Et si je posais quelque chose sur le plan de travail, il n'y était plus le soir venu. J'avais la sensation constante d'être une intruse dans une maison que j'avais pourtant contribué à construire. Mais le coup le plus dur est venu de mon petit-fils. Je lui ai simplement demandé comment s'était passée sa journée. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. J'ai insisté un peu, avec tendresse. Il a alors dit, sans méchanceté mais sans détour, « Papa dit que tu t'inquiètes trop ». Ces mots m'ont glacée, non pas parce qu'il les avait dits, mais parce qu'ils étaient répétés. C'était le ton de son père, coulé dans une voix plus jeune. Ce soir-là, j'ai compris. Je n'étais plus vue, plus écoutée. J'étais une silhouette dans le décor, utile quand ça les arrangeait, mais toujours trop présente le reste du temps. C'est au mois d'octobre que Nicolas a commencé à préparer sa grande soirée football. Ce n'était pas nouveau chez lui. Il a toujours aimé transformer les matchs en événements. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il avait invité des amis, commandé un traiteur, loué un vidéoprojecteur et même prévu des décorations aux couleurs de l'équipe. La maison était en ébullition, sauf que moi, j'en étais totalement exclue. Personne ne m'a demandé de l'aide, pas même pour plier les serviettes. J'ai proposé de faire mon gratin de pommes de terre, celui qu'ils adoraient tous avant. Nicolas m'a souri, mais sans chaleur. « C'est bon, maman, repose-toi. » Il ne m'a pas dit que je n'étais pas la bienvenue, mais il n'en avait pas besoin. Tout dans son ton, dans son regard fuyant, quand me disait que ma présence dérangeait. 2 jours avant la fête, je les ai entendus discuter dans le salon. Je ne pense pas qu'ils savaient que j'étais là. Julie a dit que la maison serait pleine. Nicolas a répondu avec un soupir. « Maman n'est plus vraiment concernée. Elle vit sa vie de son côté. On va faire comme si elle n'était pas là. » Pas de colère, juste un détachement glacial, comme on parlerait d'un meuble encombrant mais difficile à déplacer. Le matin de la fête, je suis restée dans ma chambre. Je les ai entendus courir d'un bout à l'autre de la maison, préparer les tables, brancher le projecteur, installer les chaises. Personne n'est venu me voir. Personne ne m'a proposé de partager un moment. En début d'après-midi, je suis passée par la cuisine pour me faire un thé. Nicolas, affairé avec ses câbles, m'a simplement dit « N'oublie pas de rester discrète pendant le match. C'est important. » J'ai acquiescé. Je suis allée ouvrir le frigo pour prendre mon lait. Il n'y avait plus de place pour rien. Il débordait de bière, de soda et de plateaux traiteurs. Je suis restée là, devant la porte ouverte du réfrigérateur, à regarder ce frigo plein et froid. Puis, j'ai jeté un œil vers le comptoir. La facture EDF, toujours à mon nom, traînait négligemment sous un carnet de recettes. Je l'ai prise. Je l'ai glissée dans ma poche, calmement, comme on range une chose oubliée. Et puis je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte doucement. Pas de colère, pas de fracas. Juste une certitude qui s'installait. Ce soir, ce ne serait pas moi qui me ferais toute petite. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par vengeance. Il faut que ce soit dit. Ce n'était pas un caprice ni une provocation. C'était une décision lucide, posée, presque paisible. Ce jour-là, après avoir pris la facture, je suis allée dans ma chambre et j'ai allumé mon vieil ordinateur portable. Je suis allée sur le site d'EDF. Mon compte était toujours actif, avec mes identifiants, mon nom, mes informations. Nicolas n'avait jamais pris le temps de faire changer quoi que ce soit. Il s'occupait des virements, mais moi, j'avais toujours les clés.
J'ai simplement désactivé le prélèvement automatique, puis j'ai choisi de ne pas payer ce mois-là. Ce n'était pas un oubli, c'était une pause. Je n'ai rien dit à personne. Je suis restée tranquille, j'ai préparé mes affaires, trié mes papiers, arrosé mes plantes. Le soleil entrait doucement par la fenêtre et je me suis sentie, pour la première fois depuis longtemps, libre. Non pas euphorique, mais ancrée, droite dans mes bottes. Je savais ce que j'avais fait et pourquoi je l'avais fait. Les invités sont arrivés en fin d'après-midi. Les rires résonnaient, les verres s'entrechoquaient, les enfants couraient dans le jardin. Depuis ma chambre, j'entendais les conversations, les éclats de voix. Puis, à 17h05 précise, juste après le début du match, la maison a plongé dans le noir. Il y a eu un silence, suivi de confusion. Les gens ont cru à une panne technique, puis le projecteur s'est éteint, la musique s'est arrêtée, et les discussions ont changé de ton. Nicolas a chuté passé de détendu à nerveux en quelques secondes. Il a vérifié les disjoncteurs, tenté de rallumer les lumières. Rien ne répondait. Moi, j'étais dans ma chambre, une tasse de thé chaud entre les mains, mon petit lampadaire à batterie diffusant une lumière douce. J'ai attendu. Je savais qu'il viendrait, tôt ou tard. Et lorsqu'il le ferait, je serais prête à lui répondre avec ses propres mots. Car ce soir, je n'étais plus la grand-mère dans l'ombre, j'étais la locataire qu'il avait lui-même désignée. Alors pour une fois, qu'il demande au propriétaire. Dès que la lumière s'est éteinte, l'ambiance a changé du tout au tout. Il y avait une sorte de bourdonnement constant dans la maison. Les rires, la télévision, la musique, les bruits de verre qui s'entrechoquent. Puis plus rien. Un silence sec, interrompu par des exclamations surprises, puis des plaintes, des interrogations. Quelqu'un a crié depuis le jardin que l'image du match avait disparu. Une autre voix, plus agacée, a demandé pourquoi la chaîne IFI ne fonctionnait plus. Des pas précipités ont résonné sur le carrelage, suivis des claquements de portes et du bruit du disjoncteur qu'on basculait en vain. J'étais assise dans ma chambre, le dos droit, ma tasse de thé entre les mains. Mon petit lampadaire solaire posé sur la table de nuit suffisait à me baigner dans une lumière douce et chaude. Tout était calme de mon côté, presque serein. Je savais que le moment approchait. J'ai pris une respiration lente, écoutant les voix s'élever et retomber comme une marée nerveuse. Le chaos progressait, mais je n'en faisais pas partie. Nicolas a fini par s'approcher de ma porte. Je l'ai entendu venir bien avant qu'il ne frappe. Il a ouvert sans attendre ma réponse. Il était rouge, transpirant, sa chemise défaite au col, les yeux fuyants et pleins d'agitation. « Maman, tu sais ce qu'il se passe ? Toute la maison est coupée. Rien ne marche, c'est la panique. » Il regardait autour de lui, comme si la réponse pouvait être posée sur ma table de nuit. Je l'ai regardé sans me lever. « Le match ne fonctionne pas ?» ai-je demandé d'un ton neutre, presque curieux. Il a hoché la tête vivement. « Non, plus rien ne marche. La télé, la musique, la cuisine, même le frigo s'est arrêté. Je ne comprends pas. La facture était réglée. Enfin, je crois. » Je l'ai regardé plus longuement, puis j'ai posé ma tasse. « La facture est à ton nom ?» Il a froncé les sourcils. « Hein ? Pourquoi tu demandes ça ?» J'ai haussé les épaules doucement. Parfois, quand une facture est au nom de quelqu'un d'autre, cette personne garde un certain pouvoir, comme suspendre un paiement, par exemple. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Il a refermé la porte lentement, incapable de me regarder dans les yeux. Je suis restée assise, immobile. Dehors, les invités quittaient les lieux un par un. La fête était terminée. Et pour la première fois depuis des années, je sentais que ma voix avait été entendue, même sans avoir crié. 10 minutes plus tard, il est revenu. Cette fois, il n'était plus agité, juste silencieux. Il est entré dans la cuisine où je m'étais installée, les mains croisées autour d'un torchon sec, l'air calme mais décidé. Il s'est adossé au frigo et m'a fixée. Je sentais qu'il cherchait ses mots. « Maman, tu as coupé l'électricité ?» Je l'ai regardé bien en face. Il n'y avait ni colère ni ironie dans ma voix, juste une constatation simple. « C'est une affaire de locataire, Nicolas. Adresse-toi au propriétaire. » Il a cligné des yeux, pris au dépourvu. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je n'ai pas eu besoin de répondre. Il le savait très bien. C'étaient ses propres mots, prononcés quelques jours plus tôt. « Tu es juste une locataire maintenant ?» Il m'avait réduite à ça, alors j'avais agi comme telle. Je me suis levée lentement, mes genoux un peu raides mais stables. J'ai rincé ma tasse dans l'évier, essuyé les gouttes avec soin. Il restait là, figé, le dos droit mais incertain. Je voyais dans ses yeux qu'il voulait une réponse différente, un apaisement, une explication qui le déchargerait de la gêne qu'il ressentait.
Mais je n'avais plus cette fonction, je n'étais plus là pour lui simplifier les choses. Si tu veux que je t'aide, il faut déjà que tu décides qui je suis pour toi. J'ai dit cela sans agressivité, sans dramatisation, juste comme un fait. Puis, je suis sortie de la pièce, le laissant seul dans cette cuisine étrangement silencieuse, sans frigo qui bourdonne, sans musique de fond, sans écran lumineux. Juste lui, face à sa propre voix. Dans ma chambre, j'ai tiré les rideaux, le jardin baignait dans l'obscurité, et les maisons autour étaient toutes allumées. La lumière venait de partout, sauf d'ici. Un contraste frappant. Mais ce n'était pas moi qui étais dans le noir ce soir-là. Le matin suivant, tout était figé, pas un bruit dans la maison. Je me suis levée à l'aube, comme toujours. J'ai préparé mon thé dans la pénombre, les gestes précis, la main sûre. Le courant n'avait pas été rétabli, et je n'avais pas l'intention de m'en occuper. J'ai versé l'eau bouillante dans ma tasse et me suis assise à la table, face à la fenêtre, le silence complet pour seule compagnie. Nicolas est entré dans la cuisine 1 heure plus tard. Il avait l'air épuisé, ses cheveux en bataille, ses yeux rougis. Il s'est assis sans dire un mot au début. Puis il a murmuré « Tu as gagné ». Je l'ai regardé posément. Ce n'était pas un jeu. Il a hoché la tête, honteux. J'ai été maladroit. Je n'ai rien répondu. J'ai laissé ces mots flotter entre nous. Il a continué, les yeux baissés. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je me suis penchée légèrement. Ou bien tu les pensais, mais tu ne pensais pas que j'écouterais. Il n'a pas nié. Et pour une fois, je l'ai vu réfléchir. Pas juste réagir, mais vraiment réfléchir. Je vais régulariser les factures, changer le nom, remettre l'électricité. Je l'ai remercié d'un signe de tête. Puis j'ai murmuré « Ce n'est pas seulement l'électricité qu'il faut remettre, Nicolas, c'est le respect. » Il n'a pas su quoi répondre. Et c'était très bien ainsi. Je me suis levée, j'ai lavé ma tasse, l'ai essuyée et rangée soigneusement. Puis je suis sortie de la pièce, laissant derrière moi une trace de silence. Mais cette fois, c'était à lui de la remplir. Après cette discussion, rien n'est redevenu comme avant. Mais rien ne devait redevenir comme avant. Trop de choses avaient été dites, trop d'évidences révélées. Il n'y avait pas eu de cris, pas de confrontation explosive, mais un basculement net. Nicolas a payé la facture en retard. Il a transféré le contrat EDF à son nom, cette fois pour de bon. Je l'ai observé tâtonner avec les démarches, découvrir les appels, les formulaires, les délais. Il prenait conscience, lentement, que gérer une maison ne se résumait pas à aligner des virements. De mon côté, je n'ai pas repris mes anciennes habitudes. Je ne préparais plus les repas pour tout le monde. Je cuisinais pour moi, ce que j'aimais, à l'heure qui me convenait. Je mangeais dans mon petit coin, sur ma table ronde, avec ma serviette pliée et ma musique douce. Je ne faisais plus leur linge. Je ne ramassais plus les chaussettes oubliées, ni les vestes tombées sur les dossiers de chaises. Les enfants ont mis du temps à remarquer. Puis, petit à petit, ils ont commencé à se charger eux-mêmes de ces choses. Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un en coulisses pour tout remettre à sa place. Nicolas essayait, par petites touches, de reconstruire le lien. Il m'a proposé une soirée film avec les enfants. J'ai poliment décliné. Une autre fois, il m'a demandé si je voulais qu'il répare l'étagère de ma chambre qui menaçait de s'effondrer. J'ai souri et dit que j'allais m'en occuper. Il est resté là quelques secondes, sa boîte à outils dans la main, hésitant. Puis il est reparti sans insister. J'ai commencé à me renseigner sur les résidences seniors autour de Toulouse. Pas parce que j'étais chassée, pas parce que je voulais fuir, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais le droit de choisir. J'ai visité quelques établissements. Certains avaient de jolis jardins, d'autres des bibliothèques. On y proposait du yoga doux, des ateliers d'écriture. J'ai pris des brochures, j'ai noté des numéros. Je n'ai rien décidé, pas encore. Je voulais simplement explorer. Un jour, mon amie d'enfance Claire m'a appelée. « J'ai vu ton nom sur la liste d'attente des orchidées. Tu comptes déménager ?» J'ai répondu calmement. « Je pense à vivre. Pas juste rester, vivre. » Et c'est ça qui avait changé. Je ne cherchais plus à me faire entendre. Je n'attendais plus qu'on me regarde. Je n'essayais plus de gagner ma place dans une maison que j'avais contribué à construire. J'étais là, présente, entière. Pas par devoir, par choix. Ce que j'avais repris, ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une victoire. C'était ma place, ma voix, mon espace. Ce que je n'aurais jamais dû céder. Il y a un silence particulier après certaines tempêtes. Pas celui, tendu, qui précède l'éclat, mais celui qui suit.
Apaisé, lourd parfois, mais stable. C'est ce que je ressens aujourd'hui, une paix discrète. Mes matins commencent toujours tôt, mais il n'y a plus cette pression dans ma poitrine, ce sentiment de devoir me justifier, de devoir me faire petite pour ne pas déranger. Je traverse la maison différemment maintenant. Je ne fais plus attention aux pas légers, aux regards, aux soupirs. Je vis à mon rythme. Je ne suis plus là pour être utile. Je suis là parce que j'y ai ma place. Et cette place, ce n'est plus eux qui me la donnent. C'est moi qui l'affirme. La cuisine n'est plus un terrain de tension. J'y fais monter sans me demander si ma présence gêne. Je ne débarrasse plus les tasses des autres. Je ne surveille plus les casseroles. Je laisse le linge des enfants sécher sans y toucher. Je me suis recentrée. Et dans ce recentrage, j'ai trouvé une forme de paix, de présence à moi-même. Nicolas me parle encore, par moments. Il s'inquiète de ma santé. Il me demande si je veux quelque chose, mais il le fait sans la même assurance qu'avant. Il mesure ses mots, ses gestes. Il a compris que quelque chose s'est déplacé, quelque chose de fondamental, que je ne suis plus l'ombre silencieuse dans un coin, que je ne suis plus ce qu'on suppose, ce qu'on prend pour acquis. Il ne me traite plus comme une aide gratuite. Il commence lentement à me regarder comme une femme, une personne entière. J'ai recommencé à écrire, de vraies lettres, pas des messages, à des amis, à une nièce que je vois peu, à une ancienne voisine. Je leur parle de mes journées, de mes lectures, d'un souvenir revenu par hasard. Un jour, j'ai écrit une lettre à moi-même. Je l'ai pliée et rangée dans le tiroir de ma table de nuit. J'ai raconté cette journée où Nicolas m'a effacée d'un mot, et celle où j'ai éteint la lumière pour me rappeler que je pouvais encore décider. Cette lettre n'est pas pour les autres, elle est pour moi, pour me souvenir que le silence n'est pas toujours une défaite. Parfois, c'est une force, une ligne posée, une déclaration simple. J'existe. Et depuis ce jour, je sais que je n'ai plus besoin qu'on me valide. Ma lumière n'est pas négociable, elle est là. Discrète peut-être, mais vivante, et surtout, à moi. Le téléphone de la cuisine est toujours débranché. Je l'ai laissé ainsi non pas par rancune, mais parce que j'apprécie le calme qu'il apporte. La nouvelle facture d'électricité est arrivée il y a quelques jours, cette fois, adressée à Nicolas. Je ne l'ai pas ouverte, ce n'est plus mon affaire. Je ne vérifie plus les échéances. Je n'ai plus à porter cela. Je traverse cette maison autrement maintenant, non pas comme une invitée, non pas comme une locataire, mais comme une femme qui connaît sa valeur. Les murs n'ont pas bougé, les meubles non plus. Mais mon regard, lui, a changé. Je ne vois plus ces pièces comme des témoins d'une place à défendre. Je ne m'y accroche plus pour exister. J'y marche parce que j'y suis, parce que je n'ai rien à prouver. Il m'arrive de ne pas rejoindre les autres dans le salon. Parfois, je les entends rire, regarder un film. Je reste dans ma chambre, non pas par exclusion, mais par choix. Et d'autres soirs, je m'y rends, dis ce que j'ai à dire, et repars tranquillement, sans chercher à me fondre, sans attendre d'être invitée. J'entre et je sors avec la certitude que ma voix n'est plus à quémander. Les enfants commencent à comprendre. Ma petite fille frappe maintenant avant d'entrer dans ma chambre. L'autre jour, elle m'a offert un bracelet qu'elle avait fabriqué à l'école. Elle s'est assise près de moi et m'a demandé si je voulais lui lire une histoire comme avant. J'ai accepté. Non pas par obligation, mais parce que j'en avais envie. Voilà toute la différence. Le désir, le choix. Ce que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Quant à Nicolas, il est plus réservé. Il cherche encore les bons mots, les bons gestes. Mais je ne le blâme pas. Apprendre à voir sa mère comme une femme libre, entière, ce n'est pas une chose que l'on fait sans peine. Il sait que les règles ont changé, que je ne suis plus dans l'ombre, que la hiérarchie s'est effacée, remplacée par une reconnaissance, lente mais réelle. Je ne sais pas encore si je partirai. Le dossier avec les brochures des résidences est toujours sur mon bureau. Parfois, je le feuillette, parfois, je referme le tiroir et sors marcher dans le jardin. Je n'ai pas besoin de décider tout de suite. Ce qui compte, c'est que j'ai le droit de choisir. C'est cela que j'ai regagné. Pas une revanche. Une souveraineté, une voix, une lumière. Et cette lumière, désormais, ne dépend de personne. Elle n'est pas fragile. Elle est à moi. Et elle brillera aussi longtemps que je le déciderai. Il y a des instants, désormais, où je passe devant le salon et vois Nicolas assis sans bruit. Pas de télévision, pas de téléphone, juste lui, immobile, comme s'il écoutait quelque chose qu'on n'entend pas. Je ne dis rien, je continue mon chemin. Certains silences n'ont pas besoin d'être remplis, ils sont des leçons. Et dans ce silence, je crois qu'il commence à comprendre, pas seulement ce qu'il m'a fait, mais qui je suis et ce qu'il a ignoré trop longtemps.
Je ne ressens plus la même douleur qu'avant. Les mots qui m'ont blessée, les gestes qui m'ont exclu, tout cela a perdu de sa morsure. Ce que je retiens, ce n'est pas la blessure, c'est la réponse. Le moment où j'ai cessé d'attendre qu'on me respecte pour commencer à me respecter moi-même. La maison a retrouvé un rythme. Ce n'est pas le même qu'autrefois, mais c'est un rythme calme, habité. Je ne prétends pas que tout est parfait. Il y a encore des jours où la solitude m'effleure, des soirs où je cherche le regard de mon mari dans le reflet de la fenêtre. Il m'aurait dit que j'avais bien fait. J'en suis certaine. Il m'aurait prise dans ses bras et dit « Tu as retrouvé ta place. » Maman, mais ça dit, ta doute. Et c'est vrai. Il m'arrive de sortir mes albums photos. Je tombe toujours sur celle où Nicolas, petit garçon, me serre dans ses bras alors que je suis à genoux dans le jardin. Il a les yeux fermés, le visage contre mon tablier. Avant, cette photo me faisait pleurer. Aujourd'hui, elle me fait sourire. Elle me rappelle que nous avons tous été tendres, un jour, et que parfois, il faut perdre cette tendresse pour la retrouver différemment. J'ai commencé un journal, rien de compliqué, quelques lignes chaque soir. J'écris ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'espère. C'est comme recoudre une part de moi-même, celle que j'avais laissée se froisser dans les non-dits. Et plus j'écris, plus je vois que mon histoire n'est pas celle d'un effacement, c'est celle d'un retour, une présence retrouvée. Ce qui reste, ce n'est pas l'amertume, ce n'est pas la rancune, c'est la clarté, c'est la paix, c'est le choix d'avoir tenu bon, d'avoir repris ce qui m'appartenait, mon nom, mon espace, ma lumière, rien de spectaculaire, juste une vie à moi, et dans cette vie, chaque silence est un espace de force, chaque geste posé est un acte de dignité. Et désormais, plus rien ni personne ne pourra éteindre cela.